Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle semaine qui sera dédiée à l'innovation et aussi aux transformations du numérique. On va commencer avec l'une d'entre elles qui se joue en ce moment dans les rayons alimentaires en magasin. Une intelligence artificielle a fait son apparition. C'est un test qui est mené à une échelle unique au monde. On verra quelle est son utilité à cette IA dans les rayons alimentaires et aussi son efficacité. Ce sera le sujet de l'interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera lui dédié à une grande bataille qui se joue également en ce moment, c'est la guerre des câbles sous-marins. 90% d'Internet, du trafic mondial d'Internet passe par ces câbles sous-marins. Et de nouveaux acteurs arrivent, ils s'appellent Google, ils s'appellent Facebook. Ils sont en train de prendre une part importante du marché aux opérateurs. On en parlera, on débattra de ce que ça change et de ce que ça pose comme question aussi en matière de contrôle du trafic mondial d'Internet. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme ou comment les serpents inspirent de plus en plus la robotique. Et puis on terminera avec notre opération Tech contre Covid comme tous les lundis. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Et oui, donc dans l'interview, nous allons parler de cette intelligence artificielle qui arrive au rayon alimentaire. En l'occurrence, c'est chez le groupe Casino. Et nous sommes connectés en visio avec Cédric Osterno. Bonjour. Vous êtes directeur général exécutif e-commerce, innovation et projets transverses pour les enseignes Casino. Et là, en ce moment, je l'annonçais, donc vous déployez une solution d'IA qui permet d'analyser les rayons en temps réel. Le nom de cette IA, c'est liveshop.ai. Aujourd'hui, 8 magasins sont en test, donc ils sont déjà équipés. Alors équipés comment? Vous allez nous expliquer déjà quelle est l'infrastructure que vous avez mise en place, s'il vous plaît, Cédric Osterno. Oui, écoutez, en effet, c'est véritablement une première mondiale, puisque voilà, on a développé cette solution, donc LiveShop AI, avec la start-up Believe, qui est une start-up française basée à Amiens. Et alors, comment ça marche? Finalement, assez simplement, puisqu'on a des petits boîtiers qui sont placés au-dessus des rayons et qui saisissent finalement en temps réel les images des rayons qui se trouvent juste en face. Ces images sont renvoyées donc sur l'intelligence artificielle qui analyse en temps réel finalement ce qu'elle voit, que ce soit les ruptures ou que ce soit les prix manquants. Et donc elle renvoie en fait cette information et cette analyse auprès des outils de nos collaborateurs pour qu'ils puissent traiter immédiatement les ruptures en temps réel. Oui, alors quand vous dites des boîtiers, en fait, ce sont des caméras qui sont positionnées dans les rayons, en tête de gondole et qui vont surveiller. Alors quoi? Quelle est l'utilité déjà? Vérifier s'il manque des étiquettes, s'il y a des ruptures de stock? C'est ça, en fait, c'est des petits boîtiers. Alors, c'est pas des caméras, c'est des petits appareils photo, en fait, qui saisissent des images. Voilà, donc en temps réel. Alors, après, elles saisissent bien évidemment les ruptures. C'est tout l'intérêt, justement, de cette intelligence artificielle. Donc, elle capte l'image, elle voit s'il y a un trou dans le rayon. Et en fonction de ce qu'on lui a appris avant, le trou correspond à un produit. Et donc, du coup, elle renvoie cette information auprès des équipes en leur disant, voilà, à cet endroit-là, il y avait tel produit et aujourd'hui, je le vois pas. Donc, il faut résoudre le problème pour pouvoir soit le trouver parce qu'il est présent en réserve, ou soit il faut le commander pour qu'on puisse le remettre en rayon dans les jours qui arrivent. Cédric Osterno, j'ai deux questions. Alors, si ce ne sont pas des caméras d'abord, mais des photos qui sont prises et non des vidéos, comment est-ce que ça peut travailler en temps réel? Première question. Et la deuxième, vous n'aviez pas déjà une façon de surveiller vos rayons et de savoir s'il manquait des produits? Alors si, aujourd'hui, c'est vrai que ce travail de rupture, il était fait aussi par les équipes, et c'est pour ça d'ailleurs que voilà, on a voulu développer cette technologie, parce que finalement, c'était un travail assez manuel, fait par les équipes, qui prenait finalement assez beaucoup de temps, parce que pour traiter l'ensemble d'un magasin, mais il faut parfois plusieurs heures pour pouvoir scanner l'ensemble des ruptures. Et aujourd'hui, c'est fait grâce à cette intelligence artificielle. Alors, elle prend des photos, mais elle prend uniquement les photos des produits et des rayons qui se trouvent en face. Si jamais, par exemple, il y a un client qui se trouve sur la photo, elle détruit immédiatement la photo, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est véritablement les produits et pas les clients qui se trouvent devant. D'accord, donc c'est pour ça que vous n'utilisez pas de caméra, mais donc c'est un temps réel juste au moment où la photo est prise finalement, voilà, si je comprends bien. Il y a des dizaines de photos qui sont prises tout le temps et si jamais il y a un client, la photo est détruite. Et alors je disais qu'il y avait une expérimentation en cours donc dans 8 magasins Casino en ce moment. Vous avez des premiers résultats, des retours d'expérience à partager avec nous?
Oui, alors c'est vrai que là, on a déployé 8 magasins, on a une très forte ambition d'aller beaucoup plus loin, du fait justement comme vous dites, de ces premiers résultats qui sont vraiment voilà, très impressionnants. Alors, on parle aujourd'hui voilà, de quasiment des ruptures divisées par deux dans les magasins qui ont été déployés, et puis notamment sur les prix manquants, on voit alors plus de 90% de baisse de prix manquants, donc c'est véritablement très concluant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on a annoncé que nous allions déployer beaucoup plus largement sur près de plus de 100 magasins très très rapidement et surtout le parc dans les mois qui arrivent parce que voilà, c'est un véritable outil qui est au service des équipes et qui permet aujourd'hui d'accélérer en fait sur ce sujet des ruptures, d'être beaucoup plus précis et surtout de gagner du temps en fait. C'est ça, hein, c'est véritablement au service du client mais aussi au service des équipes dans leur quotidien. Et donc au service, j'imagine aussi du business. Ah bah clairement, hein, on sait qu'aujourd'hui, on a quasiment 30 à 50% des ruptures qui ne provoquent pas de report de vente sur d'autres produits. Hein, donc c'est véritablement voilà, un vrai irritant client hein, quand vous venez chercher un produit. Alors parfois, il peut s'avérer que vous pouvez prendre un autre produit si celui que vous êtes venu chercher est en rupture, mais parfois c'est pas le cas parce qu'il y a des produits voilà, que vous aimez, que vous n'avez pas envie de changer, et donc du coup, si vous le trouvez pas, bah, forcément, vous êtes amené à aller peut-être le trouver ailleurs. Donc voilà, la rupture, c'est le premier irritant, on va dire, de nos clients quand ils viennent nous voir dans nos magasins. Donc il faut qu'on le combatte voilà, ardemment et avec force. Et alors d'un point de vue technologique, vous nous avez dit que vous êtes allé chercher la solution chez Biliv, qui est une start-up française. Vous avez fait là aussi votre marché. Comment ça s'est passé? Sur quoi s'est joué ce choix? Comment vous avez pu faire une différence entre l'offre d'une start-up française et de solutions qui peuvent exister à l'étranger notamment? Alors concrètement, aujourd'hui, il y a assez peu de solutions jusqu'à maintenant qui proposaient finalement de la reconnaissance de rayon. Il s'avère qu'il y a des solutions avec des petits robots qui font le tour du magasin, mais finalement, c'est pas en temps réel puisque le robot met un certain temps pour pouvoir faire le tour. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir ce temps réel. Et aujourd'hui, Biliv est le seul aujourd'hui au monde à proposer en tout cas une solution en temps réel sur autant de rayons en même temps, hein, puisque voilà, on a plusieurs dizaines de caméras qui analysent l'ensemble d'un magasin. Et c'était la seule aujourd'hui start-up qui avait avancé à ce point sur cette technologie et qui nous permettait d'être très en avance. Moi, je peux vous citer Google aussi. Comment ? Je dis, je peux vous citer Google aussi, qui travaille sur ces sujets. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai que Biliv, c'était vraiment, voilà, il a su, en tout cas, cette petite start-up hein, qui est née il y a un peu plus de 2 ans maintenant, a su vraiment s'adapter, on va dire, à nos besoins. Et ça, c'était hyper important parce que voilà, nos besoins, en tout cas, par rapport à cette nouvelle technologie, étaient un peu atypiques pour s'adapter complètement à nos outils. Parce que l'intérêt, c'était aussi qu'on puisse connecter cette solution avec nos outils. Et puis, ils avaient en tête complètement le parcours client. Et donc, ils ont su véritablement adapter leur outil aux demandes clients et pour pouvoir justement qu'on soit complètement satisfait de ce développement. Oui, donc ça, on est ravis en tout cas que vous puissiez nous expliquer pourquoi c'est intéressant de travailler aussi avec des startups françaises qui sont au plus proche de vos préoccupations. Mais alors moi, j'ai retenu aussi une autre information, c'est en juin, vous avez enclenché un partenariat avec Amazon pour un nouveau service de click and collect. Et alors je me posais la question, est-ce que c'est devenu un acteur incontournable Amazon? Comment on fait pour travailler finalement avec son principal concurrent aujourd'hui en France? Alors concrètement, nous, c'est un partenariat qu'on a déployé maintenant depuis plusieurs années dans le groupe, hein, voilà, et notamment dans les enseignes Casino, puisqu'on a développé ce qu'on appelle les lockers, hein, les casiers dans nos magasins, qui nous amènent voilà, un flux client dans nos magasins. C'est un nouveau service, en tout cas, qu'on avait proposé maintenant il y a plus de 2 ans. Et puis, ce nouveau partenariat, en tout cas, de Click and Collect avec Amazon était assez logique, puisqu'ils étaient prêts finalement à déployer ce service. Donc, on a voilà, sauté sur l'occasion avec notre partenaire et donc on déploie ce service de Click and Collect. Vous avez raison, dans les prochains jours, hein, puisqu'on l'a annoncé, on est en train de finaliser voilà, tous les derniers développements techniques avec eux pour pouvoir le lancer donc, sur 2 magasins à Annecy dans un hypermarché géant et à Clermont-Ferrand dans un supermarché Casino. Cédric Osterno, on continuera cette conversation ensemble sans doute pour parler justement de cette nouvelle annonce avec Amazon. Merci beaucoup déjà d'avoir partagé cette première mondiale avec la start-up Biliv, la start-up française. Cédric Osterno, je rappelle, vous êtes directeur général exécutif e-commerce, innovation et
projets transverses pour les enseignes Casino. Merci encore. C'est l'heure maintenant de passer à notre talk sur la guerre des câbles sous-marins. Jérôme Barré m'a rejointe, PDG de la division d'Orange dédiée à la vente en gros et aux réseaux internationaux. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, pour expliquer un peu votre activité, vous fournissez de la connectivité des services, notamment sur la data, la voix et le messaging aux opérateurs télécoms. Donc c'est ça ce qu'on appelle la vente en gros, aux acteurs d'Internet bien sûr, aux fournisseurs de contenu dans le monde. Vous avez aussi toute une partie de gestion, de pose, de maintenance des câbles sous-marins et c'est ce sujet que nous allons aborder ensemble. Alors pas tout seul puisque nous avons également avec nous en visio Félix Blanc qui est docteur en sciences politiques. Bonjour, vous êtes responsable du bureau politique publique et infrastructure globale de l'ONG Internet sans frontières et cofondateur de la plateforme Danaïd qui développe des outils numériques pour les défenseurs des droits humains qui évoluent dans des milieux hostiles. Et vous avez mené un projet de recherche sur la gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet et c'est aussi de ça dont nous allons parler ensemble. Jérôme Barré, bonjour. Je voulais déjà qu'on commence par dresser le tableau. Je disais 90% du trafic de l'Internet mondial passe par ces câbles sous-marins. Trafic français aussi important. Oui, alors oui, 90% de l'Internet mondial passe par les câbles sous-marins. Pour la France, je dirais que pour les seuls câbles transatlantiques, c'est 80%. Donc 80% de notre trafic Internet passe sous les océans et en particulier par des câbles transatlantiques. Oui, alors ça veut dire qu'on se connecte beaucoup aux services américains. C'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est ça. En fait, c'est tout simple, c'est que les usages Internet, vous allez chercher des contenus. Ces contenus sont hébergés souvent en Amérique du Nord. Et puis vous avez aussi un autre phénomène qui est que quand vous allez regarder un film de Netflix, quand vous allez regarder un contenu Google, vous passez pas systématiquement vous n'allez pas systématiquement vers des contenus hébergés en Amérique du Nord, mais ces grands géants de l'Internet, ils ont eux-mêmes des serveurs qui sont répartis partout dans le monde, et ces serveurs, ils doivent être toujours parfaitement à jour. Donc il y a des échanges gigantesques entre eux, et quand vous ajoutez ces deux phénomènes, vos propres besoins et la besoin des grands acteurs du numérique, vous avez des trafics considérables. Et considérables et en croissance, j'imagine. Alors, l'Internet mondial croît de 35% par an. Alors, c'est énorme, c'est considérable. Énorme, ouais. Alors, c'était particulièrement vrai en 2020, mais c'est pratiquement ça tous les ans. Les usages de la vidéo, pour prendre un petit zoom, pour faire un petit zoom sur ce cas particulier, les usages de la vidéo, l'année dernière, Delphine, en Europe, 2020, par rapport à 2019, c'était une croissance de 140%. 140%. Oui, on est allé regarder des films Netflix, Disney a été lancé, et puis on a tous fait un grand usage de la vidéo, et donc ça amène à cette croissance considérable. Et pour l'instant, les câbles qui existent aujourd'hui sont dimensionnés pour cette croissance du trafic ? Alors c'est tout notre sujet. Notre sujet, c'est bien d'augmenter, d'aller chercher de la capacité. L'enjeu d'un opérateur comme Orange, c'est au fond de disposer de la capacité, parce que ça fait partie de notre autonomie stratégique que d'être capable d'avoir cette capacité. Et non seulement on a besoin d'en disposer, on a besoin d'avoir de la capacité sur les câbles sous-marins. On a besoin aussi qu'ils arrivent sur votre sol, parce que c'est quand même plus facile de vous connecter quand le câble arrive en France que quand vous allez le chercher au Portugal ou en Angleterre, par exemple. Donc on a besoin de ça. Et puis on a besoin effectivement d'anticiper. Pour vous donner là aussi un chiffre, juste un petit chiffre, en 2020, au moment de la crise Covid, on a été amené à doubler notre capacité transatlantique en quelques jours. Alors, on va donner la parole à Félix Blanc d'Internet sans frontières et de Danaïd.org. Je voulais déjà avoir une idée globale de ce qui est ressorti, vous, de votre projet de recherche sur cette gouvernance des câbles sous-marins de l'Internet. Est-ce qu'il y a déjà une gouvernance, une régulation qui existe aujourd'hui et de quel ordre est-elle ? Oui, il y a déjà en fait un cadre juridique international qui date de la fin du 19e siècle pour la protection des câbles, qui était à l'époque le télégraphe, et qui a été doublé d'une convention sur le droit de la mer de 1882, qui permet de couvrir un certain nombre de cas de rupture involontaire ou volontaire de câbles. Mais pour ce qui est en réalité du grand large, de là où sont posés les câbles au fond des océans, il y a un certain flou juridique aujourd'hui qui rend possible d'une certaine façon un certain nombre d'usages des câbles sous-marins comme la surveillance de masse qui avait été révélée en 2013 par Edward Snowden,
et qui pose un certain nombre de problèmes pour la gouvernance de ces câbles. Par ailleurs, une deuxième conclusion, c'est qu'il y a c'est un secteur qui a été historiquement, disons, conduit par des acteurs privés, et on assiste depuis maintenant une dizaine d'années à la montée en puissance des GAFAM qui investissent dans ces câbles sous-marins et qui le font parfois au détriment d'un principe fondateur pour la communication internationale, qui est le principe de la neutralité du net, c'est-à-dire un principe que le trafic ne doit pas être, disons, modulé en fonction des usages et en fonction des entreprises qui l'utilisent. Et c'est aujourd'hui un des problèmes clés, savoir comment on peut préserver la neutralité du net sur ces infrastructures mondiales. Alors on va en parler effectivement de ces GAFAM qui arrivent sur le câble sous-marin, parce qu'en fait c'est assez étonnant comme annonce. Donc, vous, Orange, vous investissez dans 2 nouveaux, donc ce sont des méga câbles sous-marins transatlantiques. Il y en a un qui s'appelle Dunan, oui, et qui n'est pas mené en partenariat avec, mais qui est véritablement mené par Google, et l'autre qui s'appelle Amitié, et là qui se fait avec Facebook. Oui. Que viennent-ils faire dans cette activité qui est une activité d'opérateur, les tuyaux? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, les câbles sous-marins, ils ne meurent pas d'obsolescence technique, ce qui marche très bien, ils meurent d'obsolescence commerciale. Alors un petit mot pour expliquer ça, comme ça a été dit, effectivement, historiquement, les câbles sous-marins étaient faits par les opérateurs télécoms et étaient faits en consortium. Et aujourd'hui arrive effectivement la génération des câbles venant des GAFAM. Alors pourquoi ça ? Les GAFAM ayant des besoins considérables, Delphine, en fait, ils aiment bien être autonomes. Ils ont commencé par vouloir être autonomes sur leur data center, ce qui a amené à tout leur positionnement sur le cloud. Et avec leurs besoins gigantesques de transmission intercontinentale, ils ont décidé de s'équiper en câbles sous-marins. Et ils vont très vite. Et c'est pas parce qu'on n'avait pas suffisamment de capacité à leur offrir, ou parce que les conditions commerciales étaient trop élevées pour eux ? Oui, alors ce qu'il faut bien avoir en tête, si vous voulez, c'est qu'effectivement, ça part d'un constat qu'ils souhaitaient effectivement être autonomes. Et pour vous donner quelques chiffres, il y a encore 4 ans, ils passaient complètement par des câbles télécoms. Aujourd'hui, ils sont à 80% d'utilisation en autonomie, quoi. Et donc, ils installent des câbles. Alors, installant des câbles, en fait, ça apporte des capacités considérables et avec des économies d'échelle qui sont plus celles qu'on constatait. L'exemple de décommissionnement d'un câble qui est la TAT14, qui est un câble transatlantique qui a juste 20 ans, donc c'est pas vieux pour un câble, on est en train de le décommissionner. Pourquoi ? Parce que... Alors expliquez-nous pourquoi eux ont trouvé un business model intéressant et pas les câbles existants. Évolution technologique, évolution des coûts. La TAT14, c'était à peu près 8 terabits, 4 paires de fibres, 8 terabits. Aujourd'hui, sur les Dunan Amitié, on est sur des 12-16 paires de fibres, et chaque paire de fibres amène 30 terabits. Donc vous arrivez à peu près à des 300, 400, 500 terabits sur le câble. Et là, pour pouvoir être capable d'offrir la même chose, il faut avoir les moyens des GAFAM, quoi. Et il faut avoir les moyens des GAFAM. Qu'on n'a plus forcément. Alors, les câbles coûtent moins cher, mais enfin, un projet comme Dunan, c'est 300 millions de dollars, donc c'est considérable. Et donc, petit à petit, effectivement, le monde des câbles sous-marins, en particulier entre les États-Unis et la France ou l'Europe, et c'est vrai aussi pour l'Afrique, ce monde, il bascule effectivement vers les câbles des GAFAM. Et Orange, on en parlera peut-être après, Orange a décidé d'en tirer parti, même si on peut regretter finalement qu'on passe d'une génération où ce sont les opérateurs télécoms qui maîtrisaient ça, à une génération où ce sont les GAFAM qui le font. Mais voilà, les choses se font comme ça. On va effectivement avancer là-dessus sur comment on peut quand même essayer de tirer notre épingle du jeu sur cette situation qui est en train de basculer dans cette guerre des câbles sous-marins. Félix Blanc, vous évoquiez cette difficulté ou opacité, difficulté à voir ce qu'il se passe finalement dans ces câbles. Quelles sont les surveillances qui peuvent s'y faire ? On a le cas en mai dernier de cette affaire avec le Danemark, qui a été révélé par des médias danois d'ailleurs, sur l'espionnage de dirigeants européens qui donc aurait été réalisé par des services secrets américains à travers ces câbles sous-marins. Parce qu'en fait, transite à la fois l'Internet, des communications vocales. Oui, et surtout des informations stratégiques pour les États, notamment en matière commerciale. Il faut savoir qu'à partir de 2008, la France a lancé un programme de surveillance des câbles sous-marins et que la NSA l'a appris parce que
la DGSE avait envoyé une série d'emails entre le gouvernement marocain et les États-Unis concernant l'achat d'avions de chasse par le Maroc auprès des États-Unis. Ce sont deux types d'informations qui avaient été collectées et les services français l'ont envoyé au service américain simplement pour leur dire on joue dans la même cour et vous avez eu ce même type de pratique avec la Chine plus récemment. Donc il y a ce jeu entre puissances de pouvoir dire voilà, nous sommes en capacité d'influencer des marchés, notamment dans les secteurs stratégiques, et c'est par les câbles sous-marins que passent ces informations. Ce n'est pas nouveau. Pendant la Première Guerre mondiale, vous aviez eu, à la fin de la guerre, le gouvernement britannique qui avait été en mesure de neutraliser une alliance entre l'Allemagne et le Mexique contre les États-Unis, grâce au seul câble qui restait en activité entre l'Allemagne et le reste du monde. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis l'histoire du télégraphe, mais qui aujourd'hui a pris une importance majeure puisque quasiment toutes les télécommunications passent par Internet et par ces câbles sous-marins. Donc ça leur donne... Félix Blanc, ça se voit quand même, non? Quand on tire une bretelle sur un câble sous-marin, c'est pas si discret que ça. Si, ça peut être très discret, d'autant plus que, et c'est ce qui avait été dénoncé par Edward Snowden, il y a une collusion parfois entre des opérateurs et des services secrets, ce qui pose une difficulté à identifier. Et c'est les choses qu'on a pu dénoncer avec Internet sans frontières dans le temps. Par contre, oui, là où c'est discret, c'est aussi que, et là où ça pose une vraie question, c'est que Internet a été inventé justement pour éviter la surveillance. C'est-à-dire quand on envoie un message, le message, il est, si vous voulez, envoyé dans plusieurs tuyaux à la fois. C'est fait exprès pour éviter la surveillance. Et ça prouve aussi que cette course en avant vers la surveillance peut se heurter, si vous voulez, aux avancées technologiques en matière de chiffrement, en matière des messages eux-mêmes. Et c'est une des courses qui se mènent entre les départements militaires, par exemple, et d'autres départements gouvernementaux. Course technologique primordiale. Juste pour revenir, comment nous, on peut garder un peu la main encore sur ces échanges, ce grand trafic de l'Internet. Xavier Niel de Free, votre confrère, on va dire, disait l'été dernier, de toute façon, les GAFAM ne peuvent pas faire sans nous. Nous, en gros, c'est les tuyaux. Est-ce que c'est encore vrai ? Oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire chez Orange, si vous voulez, c'est finalement tirer parti de cette situation dans une démarche très pragmatique, en se disant, puisque les GAFAM construisent ces câbles et prennent d'une certaine manière l'hégémonie sur les câbles sous-marins, nous on a des partenariats. Et comme ils ont des capacités surnuméraires, Orange a décidé de nouer un partenariat avec Google sur Dounan, Facebook sur Amitié, pour récupérer une paire de fibres qui nous permet à la fois de bénéficier des besoins dont on a pour nos clients, mais également de vendre aux autres opérateurs. Et l'avantage non négligeable de ça, c'est que ça nous permet aussi, dans la discussion, de faire atterrir les câbles en France, et donc d'avoir un accès facilité à cette capacité énorme. Et ça permet de garder la main, le fait qu'il y ait un atterrissage, si je puis employer ce terme d'atterrissage, je ne sais pas si on dit comme ça pour un câble sous-marin. C'est ça. Sur le sol français. Oui, et puis alors, en fait, ce qu'on fait, c'est que notre partenariat est un partenariat dans lequel les GAFAM nous offrent entre guillemets, nous offrent effectivement une paire de fibres. Et en contrepartie, on leur fournit l'atterrissement, la station d'atterrissement et ce qu'on appelle le backhaul, qui est la partie terrestre. Et donc finalement, on crée une forme de dépendance qui rééquilibre le rapport de force et qui nous permet d'avoir notre autonomie stratégique et d'écouler à la fois les communications de nos clients et de vendre aux autres opérateurs. Mais on peut aussi se dire, comme le dénonce la nouvelle génération tech française, on devient des prestataires de services finalement pour les géants américains. On devient des prestataires de services, oui, bien sûr, mais ça nous permet aussi, d'une certaine façon, de monétiser aussi nos propres services. Oui. Vous voyez, de ne pas être dans la dépendance totale, mais de monétiser nos propres services. Et puis être également en situation, Félix parlait du risque potentiel, j'y reviendrai peut-être d'une seconde, mais ça permet aussi de faire en sorte que ce qui se passe sur le sol français et donc soit régulé par le droit français. Très bien. Alors, je voulais aussi aborder la question de la cybersécurité et de l'éventuelle vulnérabilité de ces infrastructures. Félix Blanc, qu'en est-il de la robustesse ou de la vulnérabilité de ces câbles sous-marins ? Alors oui, il y a eu en 2017 une étude du think tank britannique Policy Exchange conduite par un ancien amiral américain sur la vulnérabilité des câbles.
Ça fait date, disons, dans l'histoire récente. Et on a peut-être un petit peu exagéré leur vulnérabilité dans le sens où, enfin, en tout cas, en fonction des pays dans lesquels on se trouve, il peut y avoir une capacité du pays, si vous voulez, en cas de rupture d'un câble, à rerouter le trafic vers d'autres câbles. Et aujourd'hui, la menace globale sur les câbles, elle existe, mais vu le nombre de câbles grandissant, il y a tout de même, je dirais, une certaine résilience de la plupart des pays. Alors bien sûr, si vous êtes sur une petite île comme l'île de Tonga, qui s'était vu son câble coupé, ou si vous êtes dans un pays qui ne dépend que d'un seul câble, ça avait été le cas en Myanmar en 2007, vous pouvez avoir des coupures d'Internet qui sont soit le fait des gouvernements, soit le fait de tremblements de terre ou de pêcheurs. Mais dans la plupart des cas, les pays sont quand même protégés. Après, il existe aujourd'hui, disons sur le grand échiquier mondial, une bataille entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle des câbles. Et j'aimerais revenir notamment sur un câble sous-marin qui est le câble PEACE, qui est un câble qui arrivera à Marseille bientôt, très bientôt, et qui relie le Pakistan à l'Europe, enfin l'Asie à l'Europe, le plus court chemin. Et il y a eu, pour vous montrer la tension qu'il y a aujourd'hui, il y a eu des pressions de la part du gouvernement américain sur le gouvernement français pour faire en sorte que ce câble ne soit pas utilisé pleinement par les opérateurs français ou européens pour des raisons géostratégiques, pour des raisons de ne pas confier en fait les données à la Chine. C'est pour vous dire que, pour revenir sur cette bataille, c'est vraiment le contrôle des données qui est aujourd'hui crucial. Et je le mettrai, c'est un enjeu plus important selon moi que la protection physique des câbles, même si elle existe. Mais et juste pour terminer, on sait très bien qu'en cas de conflit ouvert entre grands États, les câbles sous-marins sont directement ciblés, comme ça avait été le cas pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Mais voilà, dans un temps normal, aucun État serait prêt à aller jusque-là. Jérôme Barré, sur justement cette régulation des câbles. Aujourd'hui, les câbles qui viennent d'Asie et qui arrivent à Marseille, par exemple, ou ce câble Google qui va arriver sur la Loire-Atlantique, c'est ça, sur la côte vers Nantes. On a la main dessus aujourd'hui sur ce qui s'y passe, c'est nous qui décidons ? Oui, alors attendez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de câbles sous-marins, on a deux risques qui sont la coupure. Oui. Le sabotage, moi, j'y crois pas, mais la coupure, ça arrive. Par souvent. un État autoritaire, par exemple ? Non, vous savez, des coupures de câbles par des États, je n'en connais pas. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, je n'en connais pas, quoi. Donc, d'abord parce que tous les États dépendent d'eux-mêmes. Il y a une certaine forme d'interdépendance. Donc, mais des coupures de câbles, ça arrive tous les jours. Mais là, on a une résilience, j'imagine. Alors voilà, ouais. donc ce que disait Félix, c'est qu'en fait, des coupures de câbles, ça arrive parce qu'on a des mouvements sismiques, on a des ancres, et ça arrive tous les jours, donc on fait de la redondance. Alors, en général, on fait de la double, on a voire plus de 30 secondes, donc on va aller vite. Double, triple redondance. Oui. Une île comme la Réunion, par exemple, c'est de la triple redondance, quoi. Et puis après, sur la partie régulation, juste très rapidement. Sur la partie régulation. Est-ce qu'on a la main aujourd'hui sur ce qui arrive en France ? Oui, d'abord, alors moi, je voudrais juste un tout petit peu moduler les propos de Félix. Ce qu'il faut bien avoir en tête, quand même, c'est que pour pouvoir... risque d'espionnage. Alors parlons du risque d'espionnage. Très vite. Pour pouvoir récupérer de l'information sur un câble sous-marin, quand même, il faut savoir qu'il faut extraire 30. Je parlais des 30 terabits. Vous voyez, extraire 30 terabits et les trier, les analyser. Donc c'est quelque chose quand même qui ne se fait pas simplement. Donc c'est pas très discret. Non. Très bien. Merci beaucoup. Je vous réinviterai parce qu'on va suivre cette progression des câbles sous-marins et asiatiques et transatlantiques. Merci beaucoup à Félix Blanc d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous travaillez pour l'ONG Internet sans frontières et la plateforme danaïd.org. Et Jérôme Barré, merci beaucoup pour vos explications d'experts. Vous êtes PDG de la division d'Orange, dédiée à la vente en gros et aux réseaux internationaux. Juste après la pause, on se retrouve pour le biomimétisme. Pour ce rendez-vous avec les inspirations de la nature, je suis avec Camille Klopocki, qui est analyste scientifique chez Bioxégie, un référent en matière de biomimétisme, on le sait. Bonjour Camille, merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de robots. Exactement. Qui sont très inspirés par les serpents. Exactement. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des robots inspirés des serpents, puisque dans 4 jours, donc ce vendredi 16 juillet, c'est la journée mondiale des serpents. Alors le serpent, c'est un animal qui est bien connu. Souvent à tort, c'est l'animal du mal. On pense que tous les serpents sont venimeux. Et donc c'est intéressant de mieux le comprendre pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les chercheurs et les industriels s'en inspirent aujourd'hui. Alors déjà, le serpent, c'est un vertébré. Et plus précisément, c'est un reptile, puisque l'ensemble de son corps est recouvert d'écailles.
Et il peut aussi utiliser l'énergie de son environnement pour modifier la température de son corps, contrairement à l'homme pour lequel la température du corps est fixe à 37 degrés, par exemple. Alors en fait, quand on parle de serpents, on parle de 3000 espèces. 3000 espèces qui vivent dans des écosystèmes très variés, que ce soit parce des que nous, déserts. on pense spontanément, je sais pas, au désert, aride, Voilà, et plutôt sur le sol. Exactement. Donc ça peut être dans le désert, sur le sol. Ça peut être dans les forêts tropicales. On va avoir des serpents arboricoles, donc qui vont grimper aux arbres. On peut avoir aussi des serpents marins, donc qui vont nager. Finalement, beaucoup de serpents, des serpents de toute taille aussi, de la quinzaine de centimètres, donc de la taille d'une brosse à dents, à 8 mètres, donc 2 voitures alignées par exemple. Donc voilà, une grande diversité de serpents. Des serpents qui ne sont pas tous venimeux, moins de 10% des espèces de serpents sont venimeuses et seulement 2% sont mortelles pour l'homme. Donc voilà, une grande diversité de serpents et pourtant des serpents donc, qui vivent dans des écosystèmes très variés et qui vont pouvoir se déplacer sur des surfaces très variées, par exemple par leur inclinaison. Et donc c'est cette mobilité, la flexibilité de ce corps qui inspire de nombreux chercheurs et industriels aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont un corps aussi flexible ? C'est parce qu'ils ont de nombreuses vertèbres. Quelle que soit l'espèce, un serpent a 5 à 10 fois plus de vertèbres que l'homme qui a 33 vertèbres. Et donc en fait, les chercheurs vont réaliser des snakebots, donc des robots serpents, en plaçant plein de moteurs alignés pour retrouver cette flexibilité pour leurs robots. Ils vont aussi équiper leurs robots de nombreux capteurs. C'est un peu moins fin que le squelette du serpent, ce qu'on voit. Voilà, tout à fait. Alors donc là, c'est un exemple de robots en effet un peu moins fins. On peut avoir des robots beaucoup plus fins qui vont pouvoir s'infiltrer par exemple dans des moteurs d'avion. Ce sont des chercheurs anglo-saxons des universités de Nottingham et de Harvard qui ont réalisé par exemple un serpent qui va s'immiscer à l'intérieur d'un moteur d'avion pour venir le réparer, réparer des revêtements thermiques, venir faire des forages. Donc voilà, on peut avoir ce type de robots serpents. On peut avoir aussi des robots serpents qui vont se déplacer dans des décombres. Ça peut être des décombres de bâtiments, des décombres après une catastrophe naturelle, qui vont pouvoir être équipés par exemple de capteurs infrarouges pour repérer des corps. Donc un serpent gentil. Un serpent sauveteur, voilà. Pas avoir peur. Exactement. Finalement, pas mal de choses. On peut avoir des serpents aussi qui vont donc grimper aux arbres pour pouvoir repérer des parasites ou autres. Enfin, vraiment de nombreuses choses. Avec les snakebots, les serpents n'ont pas fini de nous surprendre et de nous inspirer. Merci beaucoup Camille Klopoki. Je rappelle que vous êtes analyste scientifique chez Bioxégie. Merci pour cette parenthèse d'inspiration avec la nature et les animaux. À suivre, c'est notre opération Tech contre Covid. Tous les lundis, dans Smart Tech, nous mettons en avant des innovations, des technologies qui peuvent nous aider à combattre le virus Covid-19 ou en tout cas à mieux vivre avec et retrouver une vie à peu près normale. Aujourd'hui, Cécilia est venue accompagnée de Quentin Adam, cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker. Ils vont nous présenter tous les deux une nouvelle génération de respirateurs artificiels. Oh là, je vous laisse vous installer. Quentin Adam, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Cofondateur du collectif Makers for Life et du projet Maker, c'est né quand ? C'est né le 17 mars. En fait, c'était suite au discours d'Emmanuel Macron sur nous sommes en guerre, le Covid, donc 17 mars 2020. On s'est dit avec quelques amis, manifestement, il y a différents problèmes liés à cette maladie. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un taux de contamination très fort, donc ça allait faire beaucoup de malades, et une très faible proportion de ces malades allaient finir avec des symptômes pulmonaires graves, donc un syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc un besoin de respirateur artificiel spécifique au syndrome de détresse respiratoire aiguë, et on s'est dit, il va y avoir un manque de... Et là, on savait déjà qu'on était face à une pénurie en France ? C'était pas nécessairement la France, c'était plutôt le monde entier. En fait, il n'y a pas besoin de mettre des gens sous respirateur artificiel toutes les 3 minutes non plus dans la vie de tous les jours. C'est assez rare en fait de finir pendant 15 jours. C'était un besoin vraiment important mais ponctuel. Oui, et puis pas quelque chose de très cohérent en fait dans le reste du monde. Enfin, c'est pas quelque chose dont on a besoin toutes les 3 minutes. Donc là, on s'est dit ok, il va falloir produire des respirateurs, il va falloir en produire beaucoup, à pas cher, vite, et donc très probablement bousculer les codes habituels de l'ingénierie et de l'industrie de ce marché.
Et alors, comment les bousculer, justement ? Eh ben, on a appelé des gens, en fait. Donc, nous, on est à la base plutôt des ingénieurs en informatique. J'ai appelé deux amis qui sont Baptiste Jamin et Valérian Sayou qui ont créé CRISP. J'ai appris Pierre-Antoine Gouraud, qui est plutôt quelqu'un qui est le patron de la clinique de la donnée, en fait, au CHU de Nantes. Donc, un praticien hospitalier. Un pied dans le médical ? Tout à fait. Et j'ai appelé aussi Emmanuel Feller, avec qui je travaille déjà, qui est aussi un ingénieur en informatique. Et on a commencé à bosser. Et en fait, on a fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a fait de l'open source. C'est-à-dire qu'on a commencé à déterminer. Vous venez, vous, de ce monde de l'open source ? Oui, tout à fait. C'est un développeur du libre. Ouais, enfin, Okay. Oui, puis moi maintenant je dirige des structures et j'ai plutôt cette approche-là qui est de se dire que l'open source c'est très rentable en fait, comme façon d'agir. Donc on a commencé à créer une machine, on savait pas quoi faire, donc on a commencé par aller chercher de l'info. Donc là tu prends ton téléphone et t'appelles, tu cherches et à déployer sur le net ce qu'on faisait, à la fois sous forme de notes qu'on réservait à l'administration, donc des notes calibrées là-dessus. Donc on a eu l'aide de plein de gens pertinents pour les rédiger, sous forme de vidéos plutôt dédiées aux développeurs et aux ingénieurs, et puis sous forme du code source qui était directement disponible avec les modèles 3D, l'électronique, le code source. Mais en quoi la partie logicielle était primordiale sur ces appareils ? Parce que quand tu es face à un virus qui évolue très vite et dont en plus le traitement n'était pas très sûr, ce qui est important, c'est de pouvoir adapter la machine aux nouvelles recommandations. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit avec le temps un appareil qui en fait est un logiciel dans lequel on a mis du hardware. C'est plutôt comme ça qu'on l'a construit. D'accord, c'est d'abord un logiciel et ensuite une machine. C'est ça. Et ensuite, on est capable du coup d'aller beaucoup plus vite dans la production parce que on a mis en place des processus. Donc on est passé. Donc le 17 mars, on a créé le collectif. Le 3 avril, on a branché un premier cochon sur le respirateur. Donc c'est un cycle d'innovation extrêmement rapide. Oui. Et le 9 avril, on déposait un dossier réglementaire. Entre-temps, 300 personnes avaient rejoint le collectif, dont des gens comme Eric Neucker et Marc Julien de Diabeloop, qui ont pris en charge toute la partie réglementaire. Donc c'est pas seulement un travail d'ingénierie, c'est aussi un travail de production industrielle. C'est-à-dire que s'il y avait des solutions, mais qu'on n'était pas capable de les produire en milliers, on n'en voulait pas, ça ne nous intéressait pas. Et puis c'est aussi la capacité à financer. On a l'armée qui nous a financé, on a le CEA avec l'appui de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la communauté open source aussi qui vous a rejoint sur ce projet ? C'est essentiellement des développeurs open source. On parle de gens qui sont rentrés dans un casernement scientifique où pendant plusieurs semaines, ils n'ont pas vu leur famille. Ouais. Comme on était financé, qu'on allait très vite, on économisait chaque heure qu'on pouvait. On a beaucoup arrêté de dormir, on a travaillé, on est tous partis à un moment au CEA à Grenoble pour travailler. Et donc le 9 avril, on a déposé notre premier projet de protocole de recherche. Et après, on a continué à itérer. Aujourd'hui, on a une machine très qualitative. Alors, on a présenté le projet ensemble. On va demander à Cécilia Sévry, qui a repéré votre innovation, ce qui fait justement. Qu'est-ce que vous avez retenu, Cécilia, de ce projet ? Alors moi, j'ai retenu à la fois que c'est un logiciel effectivement qui est parti du software et ensuite qui a été développé, dont a été développé le hardware. Donc ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette agilité-là sur les respirateurs classiques, artificiels, de pouvoir adapter la machine en fonction des pathologies et c'est possible avec votre logiciel. Et puis évidemment, cet aspect open source qui n'existait pas jusqu'alors sur ces machines-là. Donc peut-être que vous pouvez vous nous dire pourquoi d'abord ça a pris autant de temps. Vous donniez les dates à l'instant entre le moment où vous avez fait les essais cliniques et le moment où ça a été il y a quelques mois. C'est ça, depuis quand elle est testée la première machine ? Oui, c'est-à-dire que la première phase était très rapide finalement sur l'innovation. Et ensuite, il y a toute une phase de certification. Alors, la certification, c'est un enfer. C'est un... je vais pas vous le dire autrement. Dites-nous, partout dans le monde ou qu'en France ? Alors, particulièrement en Europe. D'accord. Alors, particulièrement en France et particulièrement en Europe. Ça a été très rapide, tant qu'il s'est agi de travailler avec des chercheurs, des médecins et avec des industriels. Notamment, on passe notre temps à taper sur l'industrie française. L'industrie française est extraordinaire. Chaque besoin qu'on avait, on avait des gens prêts à y répondre très vite et de façon très qualitative. Au moment où c'est rentré dans les arcanes de l'administration hospitalière, on a pris un petit coup d'arrêt. Ça a été plus lent. Pourquoi autant de temps ? D'abord parce que c'est des gens qui ont une politique de la certitude.
Ensuite, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de travailler sur des médicaments qui auront le même effet chez tout le monde. C'est-à-dire que légalement, la médecine personnalisée, comme on entend souvent parler, et notamment en innovation, c'est très compliqué à faire passer parce que c'est très compliqué à normer dans le cadre de normes. Et par ailleurs, cette année est rentré en Europe en application un truc qui s'appelle le MDR, donc le Medical Device Regulation, qui est, à mon humble avis, un suicide. Une régulation sur les dispositifs médicaux. C'est ça. Français. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle régulation des dispositifs médicaux avec le marquage CE et compagnie. Et c'est devenu très compliqué. C'est un gage de sécurité aussi. Je pense qu'il y a un moment où il faut arbitrer. Alors d'abord, il y a dans la vie quotidienne, arbitrer entre l'innovation et la sécurité. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des essais cliniques et c'est pour ça qu'on a des capacités de test. Et parfois, il faut être prêt à ne pas verrouiller tout à 100% pour se donner des latitudes d'innovation. La deuxième chose qu'il faut voir au-delà de la sécurité, c'est quand on est en crise, on est en crise. Et je pense qu'il y a des fois où on aurait pu débrayer certains processus pendant la crise, ce qui aurait permis d'aller plus vite, dans l'intérêt de patients, peut-être en France, mais peut-être aussi ailleurs. Et là, c'est la dernière grande action de Makers for Life, avec notre partenaire industriel. Oui, on a fini, on arrive à la fin de cette émission. Vous viendrez nous le présenter peut-être en vrai sur le plateau bientôt. Avec grand plaisir, ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette première démonstration. Quentin Adam, je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Maker for Life et du projet Maker. Merci Cécilia, j'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine plein d'enjeux autour des transformations numériques à suivre. C'est le Lab où pitch les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.